Retenez bien ce chiffre, 110 milliards de francs CFA. C'est la rondelette somme apportée par le secteur du tourisme à l'économie malienne en 2007. Un autre chiffre, toujours en 2007, le Mali était classé 4e derrière le Ghana, le Nigeria et le Sénégal au sein de l'espace CEDEAO comme destination touristique la plus cotée avec près de 300 000 visiteurs. C'est pourquoi notre pays croit aux vertus de vecteur de développement du tourisme et a d'ailleurs fait de l'activité touristique un instrument essentiel de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Pays enclavé sans déboucher sur la mer, le Mali mise beaucoup sur cette envie de découverte que s'offrent certaines personnes. N'eût été les troubles institutionnels et sécuritaires survenus en 2012, le secteur aurait pu être un accélérateur du développement de notre pays. Quoi qu'il en soit, bien que profondément séquillé, le Mali est en train de tout mettre en œuvre pour sortir son tourisme de la torpeur. C'est sur cette volonté de relance que nous allons porter notre réflexion dans ce numéro de votre émission Entre nous, consacré sur la question. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez et dans quelle partie du monde vous nous suivez. En tout cas, nous vous remercions de votre constante fidélité au programme de TM2. Bienvenue à tous. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour nos téléspectateurs, sachez que nous avons ici sur le plateau M. Sidi Keita. Vous êtes le directeur de l'agence de promotion touristique du Mali. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Et juste en face de vous, nous avons Mme Sissé Fatimata Kouyaté. Vous êtes la présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme et vice-présidente de la FOPAT. C'est bien ça? C'est bien ça. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Et juste à côté de vous, nous avons Moussa Baga Samake. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière du Mali et vice-président chargé du tourisme au niveau du patronat. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Cela dit, avant de passer aux discussions, je vous propose de suivre cet extrait vidéo qui plante le décor de notre débat. On n'enseigne plus l'hôtellerie puisque cette filière n'est plus sollicitée par les étudiants. Je crois que la crise peut être la cause même de ça parce que les hôtels consorts, même s'ils marchent, les jeunes ne sont plus inspirés par rapport à cette filière. On n'a même pas eu à former une promotion en hôtellerie, mais on a fait une formation avec le ProSège dans ce domaine-là, en restauration et hôtellerie surtout. Mais ça s'est fait en 2016. En 2000, on a eu la devant Kani volontaire la Kaboy Ganadro, on la fait à Bana. Donc, on a encore de bien. Il y a des barrages qui ont été coltés là. Barrages de thé sortis. Les sortis artisanaux ont colté. Sinon, barrages ont été artisanaux. Mais sortis on a eu des langues artisans. Artisans a été bougé. On a bougé là devant. On a catastrophe. Parce que wari rebna sura duna gaban. Wari rebna sura wari kungobe. Conseil n'a pas fait alhamdulillah doni. Comme magara doni. Sinon au début tiens la tog mais n'a pas engagé la binta. C'est à l'année que je suis venu à faire des choses pour que nous soyons des collègues. Il y a des artisans et tourisme. Nous avons fait un basé sur le tourisme. Il y a des artisans et des tourisme. Il y a des bon, ni au lieu de nos sangs, ni choka fofo etambolo. Bon, foire ni fait mon fanat tumeke, n'a tumé bénéficier à la don. Bon, ça au lieu de fanat kana, ana choka erela. Barate, bon, na foreka barake babla. Fait minkanga une semaine ngesa ni abla, c'est qu'à 2 mois. 3 mois que bon ni a santo refo ni ga mo be ko fe ni a ablakata no pour que ça ka faire. Vous venez de voir les écoles de formation aux agences de voyage, en passant par les promoteurs d'écoles, des revendeurs d'objets d'art et guides touristiques. Tous ont subi et continuent de subir l'effet papillon de la crise de 2012 ayant affecté le secteur du tourisme au Mali. Monsieur le directeur, vous l'avez entendu et j'imagine aussi vous partagez leur douleur. Effectivement, personne ne peut rester insensible justement à cette situation. Aujourd'hui, cette difficulté elle est réelle et vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 2009, la bande sahélo-sahélienne a traversé une crise et malheureusement cette crise demeure toujours. Donc aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. D'ailleurs, les indicateurs de performance dans ce secteur du tourisme l'attestent. Ces indicateurs sont au rouge en termes de recettes générées par l'activité touristique. Vous avez évoqué 110 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas à cette fourchette. Nous sommes à 24 milliards de francs CFA. Et nous avons aussi constaté par endroits véritablement des difficultés, surtout au niveau des bastions. La zone Tombouctou, Pays Dogon et Djenné. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés. Et ces difficultés sont réelles. L'une des particularités de cette crise est que, malheureusement, cette crise n'affecte pas que le Mali.
C'est une crise sous-régionale à dimension internationale, évidemment. Nous avons toute la bande sahélienne qui est confrontée. Donc j'ai échangé évidemment avec beaucoup de personnes, bien vrai que les difficultés ne sont pas les mêmes, mais aujourd'hui c'est une situation à laquelle il faudrait faire face et je pense que vous nous donnez l'opportunité aussi avec le secteur privé d'échanger, mais surtout de regarder dans une vision commune comment apporter des solutions à cette crise. Okay, voilà qui va faciliter les échanges, en tout cas ici sur ce plateau. Et qu'est-ce que vous avez à dire, comment vous réagissez par rapport à ce que vous venez d'entendre d'abord? Bon, en fait, je pense que nous sommes en phase avec l'administration du tourisme, compte tenu du fait que nous avons les mêmes appréciations par rapport à la situation. D'abord, en fonction de l'historique qui vient d'être fait. Nous savons tous que depuis la prise des premiers otages au Mali, nous avons commencé à sentir l'effet de cette situation sécuritaire et qui a amené ou qui aboutit à la désaffection totale de la destination Mali. En fait, nous n'avons plus aucun touriste au Mali. Nous, agence de voyage par exemple, il n'y a plus d'activité en ce qui concerne les produits touristiques par rapport aux itinéraires que nous vendons actuellement à notre clientèle internationale surtout. Parce que en fait, le Mali est un pays de destination et ce pays de destination a connu ses beaux jours. Et le Mali faisait partie des destinations les plus prisées de la sous-région. Donc depuis 2009, nous constatons qu'en réalité, la désaffection, le lâchage va crescendo. Et malgré tout ce que nous avons pu entreprendre, c'est-à-dire nous, opérateurs privés, et l'administration nationale du tourisme, nous avons eu à mettre en route certaines initiatives tendant à faire en sorte que le tourisme malien, même si nous ne pouvons pas vivre comme nous le faisions avant, que nous puissions résister en attendant une reprise de cette activité que nous souhaitons prochaine. Donc si les agences de voyage se plaignent, les revendeurs d'objets d'art, j'imagine au niveau des hôtels, il n'y a pas matière à débattre. Oui, comme vous le savez, au niveau des hôtels, des établissements de tourisme, la crise a vraiment frappé dur. Parce que depuis la crise de 2009 en 2012, après les différentes attaques survenues dans les différentes du nord au centre, et puis jusqu'à Bamako, jusqu'à l'attaque de ratisson de la terrasse, les hôtels ont été désaffectés. Et si vous constatez, au nord, les hôtels ont fermé, carrément fermé. Les gens sont en chômage. Au centre, c'est la même chose. Parce que c'est pratiquement rare les hôtels qui sont en fonction dans des zones nord-centre. Même à Bamako, on a constaté que vraiment la crise a passé. Parce que quand tu rentres dans les hôtels et que tu constates que sur un hôtel de 200 chambres, 300 chambres, tu n'as que 2 clients. À ce point. C'est là, c'est ça qu'on vit actuellement. Mais ça n'a pas empêché les hôteliers de tenir. Parce qu'on se dit que ce pays-là, il faut qu'on redresse. C'est notre rôle en tant qu'acteur économique. À nous de jouer notre partition. Bien sûr que l'État a un rôle à jouer, ça c'est sécuriser les choses. Mais nous, à notre niveau, on doit sécuriser les hôtels à notre moyen, à notre façon, mais faire de façon que l'image du Mali ne soit pas cornée vis-à-vis de l'extérieur. Bien sûr que il y a ce problème qui se pose. Mais nous, on tient toujours. On a tenu à garder le personnel en place, le minimum, malgré la difficulté. Parce qu'on s'est dit que l'hôtel, c'est une famille, parce qu'on est intégré. Dans un hôtel, tout le monde est intégré. C'est une famille. Quand on met en chômage, c'est une partie de la famille que tu as mis en chômage. Voici un peu l'état des lieux qu'on a au niveau des hôtels et des structures touristiques du Mali.
Ok. Et avec plus de 64 milliards de francs CFA en 2001, 110 milliards en 2007, et vous avez parlé notamment de 24 milliards aussi en 2008 et en 2018, excusez-moi. Comment expliquer la part du tourisme dans l'économie nationale aussi énorme? Comment on peut expliquer ce gain que génère le tourisme? Oui, mais évidemment, le président de l'association, je veux dire de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière l'a évoqué tout à l'heure. L'hôtel, c'est des recettes. Vous savez qu'il y a une arrivée, les arrivées de clientèle internationale à destination de Bamako. Et évidemment, les gens passent des séjours dans ces hôtels et ça génère évidemment des ressources. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Lorsque vous prenez la chaîne du tourisme, il y a plusieurs intervenants. On vient de suivre tout à l'heure un reportage, surtout au niveau du secteur de l'artisanat, là où on a une transaction directe entre les artisans et les visiteurs. Idem, nous avons plusieurs chaînes de valeur. Quand une personne arrive au sein d'une destination, l'hôtel, évidemment, est concerné, mais l'hôtel est approvisionné à partir d'un certain nombre de produits maraîchers, et du coup c'est directement cet aspect aussi qu'il faudrait prendre en compte. Et de façon générale, aujourd'hui, l'impact ou les retombées de l'activité touristique sur l'économie malienne sont évidentes. Mais comme vous l'avez sans doute évoqué tout à l'heure, nous avons connu ces difficultés et elles sont réelles. Et la difficulté est aussi que nous, acteurs publics, mais aussi du secteur privé, nous n'avons pas eu à anticiper véritablement cette crise. On s'était peut-être focalisé sur la clientèle internationale depuis un certain temps et les offres, les produits étaient véritablement repensés pour véritablement attirer la clientèle internationale. Malheureusement, il n'y avait pas de possibilité, il n'y avait pas eu d'offre à hauteur de souhait pour pouvoir au moins créer une situation d'indépendance par rapport à la désaffection du Mali par la clientèle internationale. Okay, mais aujourd'hui, tout le monde se remobilise. Les acteurs que vous êtes en train de tout faire pour relancer véritablement le secteur. Et elle passe par quoi cette relance? Bon, avant de parler de la relance en réalité, moi je souhaiterais quand même qu'on s'appesantisse un peu sur l'effet. L'effet de cette crise-là, par rapport à nous surtout, nous opérateurs privés. Parce que l'État fait de l'accompagnement, de la facilitation. L'État n'est pas le vrai acteur du tourisme. Le vrai acteur du tourisme, c'est les entreprises touristiques. Les hôteliers viennent de parler de leur situation, la désaffection totale des hôtels. Or, les charges au niveau des hôtels, elles sont complètes. Quand vous avez 10 clients, c'est les mêmes charges que quand vous avez 100 clients. Donc ce problème, il est vraiment, il est là. C'est comme si, en réalité, les entreprises sont en train de tourner à vide, avec des charges qui sont très importantes, sans la clientèle qui puisse amoindrir ou en tout cas faire en sorte que la valeur ajoutée puisse être réelle pour ces entrepreneurs. Mais nous, agences de voyage, nous sommes effectivement la composante transversale de l'activité touristique. Parce que quand tu es agence de voyage, c'est toi qui reçois le client d'abord, c'est toi qui vends la destination. Donc quand tu vends la destination, tu fais le dispatching. Tu fais le dispatching entre les hôteliers, les restaurateurs, les antiquaires, les différents prestataires de services, les conférenciers, les animateurs, tout cela, c'est à partir de la mise en route d'un programme touristique élaboré et vendu par une agence de voyage. Donc, à cause de cette transversalité, je pense que le pool même de l'activité touristique se retrouve à notre niveau. Mais nous savons que quand ça ne va pas chez nous, ça veut dire que ça ne va pas chez les autres, puisque nous faisons le dispatching. Nous envoyons aux hôtels, même si les hôtels aussi ont leur source de clientèle, autre que celle des agences de voyage. Mais en temps de tourisme, 70% de la clientèle hôtelière, c'est la clientèle des agences de voyage. Donc nous sommes dans une situation où aujourd'hui, c'est l'arrêt complet, total. En fait, nous sommes en réalité sous perfusion. Nous avons en réalité renvoyé et même licencié
une part importante, une grande part. C'est-à-dire les agences de voyage n'existent plus, quoi. En réalité, nous n'existons plus. On entend M. Keita sourire beaucoup. Oui, vous voulez dire quelque chose par rapport à ce qui... Non, je pense que... oui, non, évidemment, la situation, elle est tout à fait réelle, en fait. Il y a une difficulté assez énorme au niveau de l'industrie hôtelière. Et ils ne sont pas les seules composantes, je le dirais, parce que nous avons parlé, ils emploient des guides, et les guides aussi souffrent. Mais ce qui est beaucoup plus important qu'il faudrait signaler est que nous sommes conscients, évidemment, de cette situation. Vous parlez, vous, c'est l'État? Évidemment, nous sommes conscients de cette situation, raison pour laquelle nous avons déjà, depuis un certain temps, engagé des discussions, engagé des réflexions avec l'ensemble des acteurs qui interviennent dans ce domaine, pour que nous puissions ils sont invités sur, le même, sur la même table que vous. Exactement. Et des fois, c'était évidemment à leur propre demande, d'ailleurs, comme Mme Cissé l'a signalé tout à l'heure. C'est assez important que nous puissions dialoguer, que nous puissions identifier ensemble des actions qui peuvent nous permettre de participer à la relance durable de l'industrie et de l'activité touristique au niveau de notre pays. Donc ça, c'est un élément réel. En tout cas, comme je le disais tantôt, c'est important, peut-être on ne peut pas aller loin si on ne regarde pas dans les rétroviseurs, mais il est aujourd'hui important que nous puissions voir concrètement quelles sont les activités, quelle est la stratégie que nous pourrions mettre en place, secteur privé, secteur public, pour que véritablement nous puissions relancer l'activité touristique. Nous sommes aussi conscients que toutes les activités que nous serons amenés à identifier dépendront évidemment de l'amélioration du climat sécuritaire. Donc c'est une variable que nous ne maîtrisons pas, mais nous espérons trouver des alternatives pour faire en sorte que les conséquences puissent véritablement être moins évidentes. Effectivement, c'est sûr. Et vous l'avez entendu, vous êtes associé à la relance. En tout cas, l'État veut que tout le monde soit sur la même table pour trouver ensemble des idées. Donc vous partagez cette approche? Oui, comme je l'ai écouté tout de suite, effectivement, souvent on est associé, mais pas totalement. Il faut se dire ce qui se passe. Vous ne l'avez pas seulement écouté, j'imagine, vous êtes associé. Oui, pas totalement. Comme je l'ai dit, dans cette situation de relance, comme on le souhaite, il faut une synergie d'action entre le secteur privé et le secteur vraiment public. Synergie d'action pour pouvoir juguler le problème qui se pose. Une politique réelle et réelle de développement du tourisme, comme je l'ai dit, hein, parce que tant qu'on ne va pas mettre une politique réelle de développement du tourisme, on ne va pas s'en sortir. Et c'est quoi cette politique réelle? Cette politique suppose un plan, une stratégie qui tient compte d'un certain nombre de données. Mais est-ce que vous avez élaboré un plan dans ce sens pour le soumettre à l'État? On est là-dessus. Parce que le plan, ça s'est fait à deux niveaux. Nous, secteur privé, on doit mener notre politique, faire notre plan. Et au niveau de l'État, l'État aussi doit faire un plan en commun. On met un plan en commun. Et surtout, dans ce plan, il y a un certain nombre de données qu'il faut mettre là-dedans. Vous êtes dans la même démarche au niveau des agences de voyage? Nous sommes en phase. Nous, secteur privé, nous sommes en phase. Mais le problème qui se pose pour nous, en fait, il y a une évaluation à faire. Une évaluation ponctuelle et de la situation sécuritaire. Parce qu'en réalité, le tourisme n'avait pas de problème. C'est quand il y a eu ce problème sécuritaire que le tourisme a commencé à battre de l'aile jusqu'à ne plus exister. Donc, quand nous sommes dans cette situation, ensemble avec le secteur, avec l'administration nationale du tourisme, nous devons faire, comme je l'ai dit, un cadre de concertation qui nous permette de faire une évaluation. Il n'existe pas jusqu'à présent ce cadre? Il existe, mais c'est son animation. Je parle de l'animation du cadre de concertation. Nous devons faire en sorte qu'il y ait... Mais l'État a déjà fait un pas en mettant en place ce cadre. Non, ce n'est pas l'État, c'est à notre demande. L'État n'a pas fait ça. C'est à notre demande. Et quand, de toutes les façons, que ce soit l'État, que ce soit nous, c'est la même chose pour moi. D'autant plus que nous sommes dans le même bateau. Autant faire le travail et nous avons un cadre de concertation, même s'il bat de l'aile, il est là. Il y a la volonté politique déjà. L'État veut faire en sorte que public et privé, nous nous mettons ensemble. Les PPP là, partenariat public-privé, c'est une réalité. Seulement, son animation, souvent, il faut que nous nous poussons.
Nous sommes jugés être des gens qui critiquent trop, mais nous critiquons pour que ça marche. Ce n'est pas des critiques descriptives, c'est des critiques constructives. Nous disons ce que nous pensons. À notre niveau, en tant qu'opérateurs du secteur, c'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui avons la main à la pâte. Et c'est vous qui subissez. C'est nous qui subissons. Aujourd'hui, comme je le dis, dans le secteur des agents de voyage, par exemple, nous n'existons plus. Je connais à Mopti des agents de voyage qui sont sortis de leur véhicule pour les vendre aux enchères. Tellement le problème, il est corsé. Donc la situation, elle est très délicate, elle est très alarmante sur la position des agences de voyage qui n'existent plus. Okay. En réalité, nous n'existons plus. À vous entendre, on a comme l'impression que l'État ne vous suit pas, ou bien vous avez le sentiment que l'État est lent dans sa démarche. L'État est lent, je dirais comme ça. En réalité, l'administration est toujours lente. Surtout que ce n'est pas eux qui subissent, c'est nous qui subissons. Mais nous aussi, nous avons de la voix. On va utiliser même des micros pour dire que ça ne va pas, pour que l'État nous suive dans notre démarche de faire en sorte qu'il y ait une relance. Mais la relance, faisons attention, elle n'existe que quand nous allons faire le point de l'évaluation de la situation. Quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui au Mali? Nous savons que ce n'est plus la prise d'otages qui est la plus importante. Il y a ça, il y a le djihadisme. Il y a des zones, et ça, comme l'a dit monsieur le directeur, toute la sous-région, elle est minée, complètement minée. Vous savez que nos militaires, chaque jour, des véhicules sautent sur des mines. Ça, c'est des mines réelles. Mais il y a les mines subjectives là. Les mines qui sont là, qui ont fait que partout, il y a des djihadistes multiformes, de façon multiforme. Le Mali, le Niger, le Burkina qui prend le relais maintenant là, avec tous les jours des attaques. Si nous allons un peu, parce que nous faisons des circuits inter-États, Niger, Cameroun, nous avons certains pays dans la sous-région, on ne peut même pas parler de tourisme, c'est fini ça. Mais le G5 Sahel est là pour vous protéger. Oui, mais vous savez, c'est très facile de détruire que de construire. Vous sémez la terreur, les gens ont peur. Maintenant, comment rassurer les gens? Parce que c'est ça notre rôle. Même si aujourd'hui, par exemple, on sent que la paix revient, la sécurité revient, comment persuader les gens? Parce que ça, le directeur de l'APTM le sait, on a eu beaucoup de tentatives de relance. Mais ces tentatives de relance ont été sabordées par les attaques successives. Je prends l'exemple le Kangaba, par exemple, qui était une structure hôtelière, monsieur le Président, qui marchait bien, qui attirait des gens. Oui. Et un beau matin, on s'est retrouvé sans Kangaba. Uniquement parce que... Kangaba toujours continue d'avoir des problèmes jusqu'à présent. Je ne connais pas. Il faut le demander à monsieur le directeur. Voilà. Donc, je veux terminer. Le problème, c'est quoi? Il faut faire une analyse et une évaluation de la situation sécuritaire du pays. Et en fonction de cette situation sécuritaire, voir qu'est-ce qu'on peut faire. On sait qu'on ne peut pas faire le tourisme national. Si on doit le faire, même là, il faudra voir les zones qui sont propices au développement, à la promotion de ce tourisme national-là. On y reviendra, mais la réalité c'est qu'il y a une alarme, il y a une alerte. Le tourisme ne peut se faire au son de la baïonnette. Ce n'est pas possible. Oui, monsieur Samake. Oui, je pense que, comme l'a dit Mme Cissé, il y a un problème réel. Mais ce problème ne doit pas nous empêcher d'avancer. Ça ne doit pas nous empêcher d'empêcher, sinon on va vous allez disparaître. Dans ce cas-là, il faut mettre une stratégie, comme je l'ai dit, une stratégie qui tient compte de la crise sécuritaire. Parce que la crise, ce n'est pas seulement au Mali, hein. Même en Europe, même dans les pays, la crise s'installe. La crise est là-bas. Mais ça ne les empêche pas de travailler. Nous, à notre niveau, il faut qu'on ait vraiment vers ça. Moi, dans ma vision, il y a un certain nombre de stratégies qu'on doit mettre en place. Comme je l'ai dit, cette politique-là n'est pas là d'abord. Il faut que cette politique s'installe, qu'on mette cette politique en place. D'abord, je dis le tourisme interne, le tourisme local. En plus du tourisme local, il y a le tourisme panafricanisme, qui est très important. Moi, je dirais notre stratégie doit se baser sur le tourisme local et panafricanisme. 70% de notre recette doit venir de cette coupe-là. Okay. Par rapport au tourisme international, hein, parce que la tendance vers ça. Parce qu'il faut que l'intégration sur-régionale suppose que la libre-échange entre les choses, ça va faire à ce que l'État se donne le temps de voir le maximum de conférences au Mali, le maximum de réunions, le maximum d'événements
pour pouvoir engranger un certain nombre de clients vers le Mali. Parce que dans ce mais en truc-là... 2018, pour ne pas vous couper, en 2018, l'État avait déjà engagé le processus, M. Keïta. Oui, mais évidemment, je vais un peu rebondir. Lorsqu'on parle de la mise en place d'un cadre de concertation, ce cadre de concertation, il existe déjà. Et en 2018, l'État a initié, à travers le ministère de l'Artisanat et du Tourisme, un atelier national sur la problématique de la relance du secteur du tourisme. Et cet atelier a eu à faire des recommandations. C'était à peu près... Évidemment, il y avait les hôteliers, il y avait les agences de voyage, il y avait les collectivités territoriales, il y avait les guides. Et toutes les parties prenantes du secteur du tourisme étaient associées ou étaient invitées à cet atelier. Et cet atelier a eu à faire des recommandations. Et je pense que l'une des particularités de cet atelier, c'était de passer en revue la situation actuelle du tourisme malien. Donc il y a eu un diagnostic et je pense que ce diagnostic avait été partagé par l'ensemble des acteurs présents à cet atelier. Et sur la base de ce diagnostic, il y a eu des propositions. Ces propositions portent entre autres sur la diversification de l'offre touristique du Mali pour faire en sorte que nous puissions davantage valoriser de nouvelles zones touristiques et aussi faire la promotion du tourisme au niveau national. Donc il y a une série de recommandations qui a été formulée par l'ensemble des acteurs et je pense que nous sommes dans cette logique pour que déjà à partir du premier semestre 2019 que nous ayons une politique nationale de développement du tourisme avec un plan d'action sur 5 à 10 ans. Donc ça c'est un élément qui est important. Mais l'État ne pouvait pas s'aventurer seul pour justement faire quelque chose et proposer. Donc il fallait évidemment créer ce cadre de concertation, faire en sorte que l'ensemble des acteurs se retrouvent et que nous puissions échanger, discuter et faire des propositions. Je pense que déjà nous avons dans les pipelines administratifs, comme je le disais, l'élaboration de ce document de politique. Donc là, c'est un élément qui est important. Aujourd'hui, à côté de ça, vous avez beaucoup voyagé aussi avec le département. Non, en réalité, vous savez que déjà, il fallait, par rapport à la crise, il fallait trouver des situations, il fallait trouver, identifier des actions qui puissent nous permettre de réduire les méfaits de ces crises sécuritaires sur le secteur du tourisme, mais aussi de maintenir une communication sur la destination Mali. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Mali, malheureusement, sur un certain nombre de marchés émetteurs, l'image du Mali, comme celle du Burkina et d'autres pays, est malheureusement associée à la terreur, au terrorisme. Donc, il fallait que nous puissions, en tant qu'agence de promotion touristique du Mali, être présentes sur un certain nombre de salons, pour apporter un autre discours qui est tout à fait différent de celui qui est véhiculé par certains médias. Donc ça, c'est un élément important. Et aujourd'hui, vous sentez réellement que ces messages qui ont été véhiculés ont été bien reçus? Évidemment. Ces messages sont reçus. Vous savez que c'est aussi à chacune de nos participations à ces événements internationaux, nous rencontrons les professionnels. Il y a beaucoup de personnes, les tours opérateurs, qui sont en contact ou qui étaient plutôt en contact direct avec les réceptifs maliens, les agences de voyage. Ces tours opérateurs, nous les rencontrons, nous échangeons avec ces tours opérateurs et ils nous proposent aussi d'autres actions qu'on peut mettre en place pour évidemment permettre à la clientèle internationale de revenir sur le Mali. Okay. Donc ça c'est un élément qui est vraiment très important. Oui, M. Baga. Vous avez entendu, l'État ne reste pas les bras croisés. Non, l'État, comme vous l'avez dit, l'État, nous, au niveau des hôtels, on ne peut pas dire que l'État, le département n'a pas fait quelque chose. Mais on n'a pas senti réellement la présence de l'État à nos côtés au moment difficile. Il faut aussi de la vérité. Parce qu'on a vu dans d'autres pays, quand il y a la crise, comment l'État fait. Mais l'État, à notre niveau, on n'a pas senti réellement. On peut savoir ça? On peut savoir parce que l'État n'a pas mis des dispositions réelles pour pouvoir venir en aide aux hôtels. Parce que mais l'État aussi a subi la crise. Non, l'État, c'est les opérateurs économiques qui subissent la situation. À travers ça, l'État sent. Parce que quand ça ne marche pas, l'État sent. Mais
en contrepartie, l'État a un rôle à jouer vis-à-vis des autres. Nous, ce n'est pas nous de nous sécuriser. C'est à l'État de sécuriser nos structures. Oui, mais l'État comme je l'ai dit, une part considérable dans cette démarche. Non, non. Vous ne pensez pas? Non, comme je l'ai dit, M. le directeur vient de le dire tout de suite. Ils ont fait des démarches au niveau extérieur avec les salons. Ils n'étaient pas avec les opérateurs du secteur. C'était l'administration qui était là. Or, on ne peut pas faire ce travail-là sans les acteurs même du tourisme, qui sont le cœur, le moteur. Mais vous n'avez même pas été appelé? Non, on n'a pas. Non, parce que, comme je l'ai dit, on est ensemble. Parce que, comme je l'ai dit, il faut une synergie d'action par rapport à cette situation. Parce que l'État seul ne peut pas. L'État ne doit pas prendre le pas sur le secteur privé. C'est au secteur privé de prendre le pas sur l'État pour pouvoir développer ce secteur. Parce que l'État n'a pas le rôle. Madame Sissi, à vous comprendre, Voilà. C'est là que vous parlez d'animation. Voilà. Oui. Non, en fait, parce que l'État agit seul. Est-ce qu'on peut parler? On est en face là, moi je veux bien. Donc, en réalité, le cri de cœur, le cri du cœur des hôteliers, moi je l'entends, je comprends. En fait, nous, agences de voyage, nous n'avons pas le même niveau d'investissement que les hôteliers, par exemple. Un hôtel, ce n'est pas au-dessous du milliard. Un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas au-dessous du milliard. Une agence de voyage, même si vous n'avez pas d'investissement, vous travaillez. Parce que comme je l'ai dit, nous avons une activité transversale. Mais un hôtelier ne peut pas exister s'il n'y a pas d'investissement. Donc, je comprends très bien leur cri du cœur. Moi, je ne voudrais pas ressasser les problèmes. Je souhaite qu'on aille de l'avant. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on sorte de la situation? C'est d'ailleurs le but de ce plateau. Et le monsieur en face de moi, c'est l'administration et c'est la personne à laquelle nous devons transmettre toutes nos doléances, nos récriminations et nos critiques. Aujourd'hui, si nous parlons de cadre de concertation, il faut que ce soit réel. Il ne faut pas que ça se limite seulement aux vœux pieux que nous avons l'habitude d'entendre, ça ne marchera pas. Le cadre de concertation qui nous permette de faire, comme je l'ai dit, le point de la situation sécuritaire. Parce que c'est quand la sécurité est là que nous parlons d'activité. Sans sécurité, il n'y en aura pas. Je prends l'exemple du Niger. Aujourd'hui, le Niger vend des circuits et pourtant, ils ont eu plus de problèmes que nous. À Difa, ils ont égorgé 252 personnes un matin. Ils ont continué quand même à travailler. Et maintenant, je prends leur exemple. Quand il y a des touristes qui sont programmés, eh bien, c'est la sécurité qui est renforcée au niveau de l'accompagnement des groupes, par exemple. Un exemple. Un exemple. Là, c'est des cas concrets. Un exemple. Comme je suis avec mon collègue, le président de la Fédération des hôteliers, ce qu'il est en train de dire, l'administration doit faire un effort par rapport au privé, c'est-à-dire un effort de sollicitude. La sollicitude, c'est de sentir, c'est de faire voir quand même que au moins nous avons des problèmes, nous sommes accompagnés par notre secteur public. Et c'est une réalité. Et c'est un manque. Et ça fait très mal. Surtout quand on dit dans des discours démagogiques que nous sommes avec le secteur privé. Il faut qu'on soit avec le secteur privé. Un. Deuxièmement, nous sommes dans une situation de désuétude, de déliquescence totale. Qu'est-ce que l'État est en train de faire pour que nous qui sommes là, que nous puissions exister en attendant une reprise? Parce que si vous ne le faites pas, j'ai déjà entendu mon collègue des hôteliers dire que si dans 6 mois on ne fait rien pour eux, à la reprise, il n'y aura plus d'hôtel. Et c'est une réalité. Nous, quand même, nous avons disparu, il n'y a pas de problème. Mais les hôteliers qui sont là, qui sont quand même, si vous voulez, la vitrine. Un hôtel, c'est une vitrine. Il y a plusieurs types d'activités. Il y a la typologie touristique de l'activité touristique là. Elle est variée. Le tourisme pur et dur, c'est bon là. Mais si on ne peut pas faire le tourisme pur et dur, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Aujourd'hui, il y a des produits qui s'imposent à nous. C'est des produits qu'on peut, si vous voulez, démultiplier. Pourquoi il y a eu l'hôtel Sheraton maintenant, qui marche fort? Votre Millennium, ça marche. Il y a des hôtels qui marchent aujourd'hui. Parce qu'il y a un produit, il y a un produit, le produit du congrès, le produit d'affaires qui marche. Donc, faisons en sorte que ce cadre de concertation qu'ensemble nous avons créé, c'est pourquoi je l'ai dit depuis le départ, il est latent. Donnons-lui vie. Okay. Ça se fait ensemble. Ça ne se fait pas avec des discours. Non, non, non. Vous avez entendu les critiques, elles sont réelles. Mais le véritable problème, est-ce que vous ne sentez pas aujourd'hui la nécessité d'impliquer réellement l'État au-delà du discours?
Oui, mais évidemment... nous sommes ensemble, je pense que ce n'est pas que le discours, en fait. Je pense que cette présence de l'État, elle est effective, surtout au niveau du secteur privé. Et je parle là, ces cadres de concertation ne sont pas des coquilles vides. Nous avons passé comme en revue tout ce qui n'avait pas fonctionné juste là et nous nous sommes donné les mains plutôt pour pouvoir au moins aller de l'avant. Et je pense que dans cette dynamique, nous devons évidemment voir concrètement quelles sont les dispositions que nous pourrions prendre ensemble pour faire bouger les choses. Et tout ce que le secteur privé, je veux dire représenté par la fédération et la présidente de l'association malienne des agences de voyage, tout ce que le secteur privé a dit, ou vient de dire plutôt, c'est un élément, il y a une part de vérité. Mais aujourd'hui, vous devez aussi comprendre que lorsque vous dites que vous n'êtes pas associé aux actions de promotion de la destination Mali à l'international, sûrement vous n'avez pas pris connaissance de l'accompagnement du secteur privé, surtout les agences de voyage, et qui sont avec nous sur ces différents salons. Mais aujourd'hui, ce sont des salons, parce que c'est comme si je vais sur un marché, je m'attends véritablement à avoir quelque chose. Donc malheureusement, les agences de voyage sont arrivées à la conclusion selon laquelle ce n'était plus rentable en réalité de participer à ces différents événements. Donc les agences de voyage ne partaient plus parce que pour partir à un salon, non, je veux dire, il y a de cela quelques années, lorsque chaque fois que nous partons sur un certain nombre de salons, ils étaient à peu près une quinzaine d'agences, sinon une vingtaine d'agences de voyage. Mais récemment avec la crise, puisque la clientèle n'est pas là, et les agences de voyage ont estimé que ce n'était plus opportun de participer à ces actions. Donc, du coup, c'est ce qui explique un peu la démobilisation des agences de voyage et d'autres opérateurs dans le cadre de nos actions de promotion touristique. Ok, cela dit, le département, aujourd'hui, vous misez sur le tourisme local. Vous pouvez nous expliquer un peu cette démarche? Non, évidemment, c'est important parce qu'aujourd'hui, comme cela vient d'être dit, il faut que nous puissions développer des offres attractives qui puissent permettre au moins de nous mettre dans une situation d'indépendance. Et si je dis d'indépendance aujourd'hui, la consommation touristique elle est générée par la clientèle internationale. Et ce que Mme Cissé a indiqué tout à l'heure, nous avons un certain nombre de segments qui marchent très bien. En fait, le segment affaires sur Bamako marche. Mais malheureusement, le segment agrément loisirs, c'est ce qui est en panne. Et c'est ce segment qui associe beaucoup d'intervenants en termes d'agences de voyage, de guides et d'autres prestataires associés. Et malheureusement, ce segment, il est en panne. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous puissions nous-mêmes travailler pour développer un marché domestique, pour que ce marché domestique puisse véritablement servir, comment dirais-je, de relais à la désaffection de la clientèle internationale. Donc pour ce faire, il est important parce que nous, ce qu'on n'a pas anticipé, c'est ce que je disais, c'était véritablement cette crise. Vous savez que tous les produits touristiques avaient été, comment dirais-je, repensés de manière à plaire à la clientèle internationale. Oui. Et malheureusement, les agences de voyage et même l'administration, on avait occulté cet aspect qui est vraiment très important, indispensable au développement ou à la durabilité de l'activité touristique. Donc le segment client ou clientèle locale avait été occulté. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un potentiel à ce niveau? Vous pensez évidemment, qu'il y a des Maliens qui sont intéressés? Évidemment, les Maliens, par le fait de découvrir le Mali. Nous avons, parce qu'aujourd'hui, tout de suite, on ne peut pas essayer de voir, dire aujourd'hui on va développer le tourisme local, on va développer le tourisme interne. Pour ce faire, il faut essayer de comprendre concrètement ce genre de tourisme. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons constaté évidemment qu'il y a une bonne partie de Maliens qui se payent des vacances dans des hôtels en France et même dans la sous-région. Et malheureusement, cette population ou cette catégorie de Maliens n'a pas suffisamment d'informations sur les offres touristiques au niveau de la destination. Donc il y a un déficit de communication auquel l'administration va évidemment en rapport avec le secteur privé. Comment dirais-je, elle n'est pas d'accord. Un autre aspect, non, je vais en venir. Un autre aspect, c'est par rapport à l'accessibilité. Aujourd'hui, un Malien lambda n'est pas en mesure de se payer une chambre d'hôtel dans l'hôtel au niveau de Sheraton, entre autres.
Donc ça, c'est un élément aussi important. Mais est-ce que sur cette base, nous devons tout simplement baisser les bras et ne rien faire à l'endroit de cette population? Je pense que ce n'est pas du tout une action appropriée. Raison pour laquelle ce n'est pas Sidi, directeur général de l'agence de promotion touristique, qui l'a dit. Ça faisait partie évidemment des recommandations formulées par l'ensemble des acteurs à l'Atelier national sur la relance du secteur du tourisme. Et nous avons eu le temps d'identifier les insuffisances. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Parce que qu'est-ce qui empêche les Maliens à faire du tourisme? Il y a un aspect culturel qui est là, il y a, comment dirais-je, des problèmes par rapport aux revenus, mais ce qui est beaucoup plus important, c'était le déficit d'information, de communication sur ces différentes potentialités. Raison pour laquelle l'administration va mettre en place à travers le ministère de l'Artisanat et du Tourisme des actions appropriées pour évidemment accroître les actions de communication, les actions d'information, de sensibilisation par rapport à cette possibilité. Okay. Donc on va permettre au secteur privé de réagir rapidement. Pour enchaîner. Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On va juste permettre au secteur privé. Oui, Moussa Baga, ensuite Madame Cissé, oui. Okay. Comme l'a dit M. le directeur, je crois que toutes ces actions qui doivent être en place, ce n'est pas l'administration seule qui doit le faire. Comme il a dit, l'administration le fait, mais avec les opérateurs économiques. Comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de situations qu'il faut qu'on trouve la solution. Sinon, on ne peut pas faire la relance du tourisme. Parce que moi, à notre niveau, au niveau de la fédération, on mise surtout sur le tourisme local et panafricanisme. Panafricanisme parce qu'avec le maximum de conférences, avec le maximum d'événements qui seront organisés au Mali ici, va faire à ce que les hôtels, les taux de remplissage soient... Comme il a si bien dit, le tourisme local c'est bien, mais les revenus des Maliens posent souvent problème. Mais misons surtout sur le tourisme panafricanisme, qui doit être notre créneau par rapport à ça. Et au niveau de l'État, parce que comme je l'ai dit, le secteur qui souffre déjà, voyons le cas du CICB. Le CICB, c'est le centre de conférence, mais pas le centre de mariage et des réunions. Oui, mais le CICB, aujourd'hui, c'est quoi? C'est un centre pour les mariages. C'est un centre pour les réunions. Qui sont les trucs des hôtels, des choses. Mais c'est le CICB qui s'accapare de ça. Ils font la concurrence de loi aux hôtels. Non, je vous dis, je vais revenir. Parce que les mariages se tiennent constamment au CICB. C'est ça, c'est un centre de conférence. C'est un fait qui est là. C'est un fait qui est là. Les réunions de petits groupes de combien de personnes se font là-bas. Les hôtels ont des salles qui sont là. Mais ce n'est pas fréquenté parce que tout le monde préfère aller là-bas. Parce que quand tu vas là-bas, tu vas amener ta nourriture avec toi, tu es servi. Chez nous, ça ne se fait pas dans un hôtel. Tu viens, c'est l'hôtel qui te sert à nourriture. Mais au CICB, on te donne gratuit, tu fais. Mais voici la concurrence de l'impôt. Il ne paie pas d'impôts, le CICB. Mais à nous de payer les impôts, mais en contrepartie, on fait la concurrence de douane. Mais en plus de ça, parce que le problème c'est quoi? Comme je l'ai dit, le secteur privé est dans cette situation. L'État devait mettre un fonds en place d'investissement et de prêts garantis pour le secteur privé. Là, ce fonds-là n'existe pas. Malheureusement, on ne va pas vous permettre d'aller plus loin. On va juste permettre à Mme Cissé de terminer l'émission. On va juste terminer. Le problème, il est très simple pour moi. En fait, par rapport au tourisme local. Par rapport au tourisme national. Moi, je dirais tourisme national, pas local. Le tourisme national, je reviens toujours à l'administration. Vous avez du pain sur la planche. Nous avons été à Caille pour la journée mondiale du tourisme. Il y a eu vraiment un engouement. Les gens étaient vraiment... Ils se sentaient bien de voir que nous pouvons visiter des sites nationaux. Oui. À Caille, on a fait la visite de sites là-bas. Moi, des sites que je ne connaissais pas personnellement. Parce que Caille, c'est les produits de seconde zone, si on peut parler comme ça. Le tourisme, dans son emphase, a oublié qu'il faut qu'il y ait, si vous voulez, une alternative. L'alternative qui aurait pu nous sauver aujourd'hui n'a jamais existé. On s'est focalisé sur le pays de Gon, on s'est focalisé sur Mopti, Tombouctou, Djenné, et on a oublié de faire au moins la mise en route, la valorisation de ces circuits qui auraient pu prendre le relais aujourd'hui. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Mais au sortir de Caille, pourquoi l'administration du tourisme n'a pas pris les choses en main pour au moins voir comment on pouvait valoriser Caille pour un tourisme national? Et pourtant, c'est déjà en cours. Bon, déjà nous, en on ne cours. sait pas. On parle de ce qu'on connaît. Oui. Est-ce que vous avez dit, monsieur le directeur a écrit aux associations professionnelles pour leur dire, nous avons commencé à faire ça à Caille. Non. Aidez-nous, par exemple. Mais nous sommes là pour ça. Un. Deuxièmement, les salons de tourisme, entre parenthèses, le tourisme national requiert une forme d'organisation qu'il faut mettre en place. Autrement, il ne marchera jamais. Et nous, on a ça, on a cette recette-là. L'État ne maîtrise pas ça? L'État ne maîtrise pas. Je le dis haut et fort, l'État ne le maîtrise pas. Vous voulez parler du tourisme national? Il y a toute une stratégie et nous sommes prêts à vous aider. C'est parce que c'est pour nous. Vous ne l'avez pas fait. Okay. Deuxièmement, il faut que... Vous terminez là-dessus, malheureusement. Je termine. Donc, il faut qu'ensemble, je reviens encore, ensemble, public, privé, le cadre de concertation, la convergence de vues, c'est-à-dire le faire ensemble, l'inclusivité dans les actions de promotion, de diversification des produits, il faut que ça existe, autrement nous ne sommes pas à la veille de nos problèmes. Merci. Merci d'avoir été là. Non, l'émission s'achève là-dessus. Malheureusement, on n'aura plus le temps d'aller plus loin. On a même dépassé le timing qui nous était accordé. En tout cas, nous vous remercions de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro, toujours sur TM2, votre deuxième chaîne de télévision nationale. Et on remercie beaucoup notre équipe technique qui était amenée comme d'habitude par Fatim Maïga. À son nom, on remercie tout le personnel qui l'a accompagné. Bonsoir et on se retrouve à la semaine prochaine. Très bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir.